Salut, c'est Augustin de Offbeat School et aujourd'hui on va décomposer ensemble ma meilleure musique de Lo-Fi. Alors c'est un peu clickbait dit comme ça, mais en fait c'est la seule musique de Lo-Fi que j'ai faite, c'est la première où je m'essaie au genre. Je suis plutôt content du résultat et je voulais le voir plus en détail avec toi, te montrer comment on fait, comment un producteur après 5 ans d'expérience voit ses morceaux, les compose, les mix, etc. Donc si t'es un apprenti producteur et que tu viens de commencer il y a pas longtemps, je pense que tu peux apprendre pas mal de choses de cette vidéo si tu sais bien regarder. Alors je préviens en avance, je sais que les musiques Lo-Fi sont généralement très simples, très minimalistes, il y a très peu de hautes fréquences, etc. etc. Et moi j'ai une malédiction, c'est que je fais tout, j'essaie de tout faire de manière assez complexe, ce qui fait que c'est un mix assez riche, assez intense, une musique assez complexe pour du Lo-Fi, pour quelque chose qui est censé être calme. Et je sais que ça peut s'éloigner un peu des mix Lo-Fi que tu peux écouter. Donc voilà, c'était un petit disclaimer. Alors, je mets mon casque, je te conseille de le mettre toi aussi, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais te présenter cette musique du coup, on va la voir en suivant ma checklist. Donc j'ai fait une vidéo dessus sur les 8 étapes de la composition musicale, donc les 3 grandes étapes et les 8 sous-étapes. Donc tout d'abord au niveau de la composition. Alors si je me rappelle bien, je vais commencer directement par composer à la flûte. Donc la mélodie que tu peux voir ici. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une mélodie qui ne se répète pas, malgré le fait qu'on soit en 90 BPM, malgré le fait qu'elle dure 4 temps. Il n'y a pas de répétition rythmique ou quoi que ce soit. Et ça sonne comme ça. Alors je crois qu'en deuxième, j'ai fait ce piano-là, donc il va tout simplement les accords qui vont les accompagner. Tu peux voir que c'est des accords composés de 4 notes, parce que ça permet quelque chose de plus riche, d'un peu plus planant, un peu plus jazzy, qui va mieux s'accorder au Lo-Fi. D'ailleurs, tu peux observer que les notes sont légèrement décalées, c'est pour, comme on joue ce piano avec un instrument virtuel, on a envie de le rendre plus humain. Et moi, c'est ce que j'aime bien faire, décaler les notes comme ça, comme si le pianiste appuyait sur les notes, caressait les notes une par une. Donc pour accompagner ce piano, j'ai aussi rajouté un piano rythmique qui va jouer exactement les mêmes accords, mais avec du rythme. Ce qui permet de ramener un peu plus de richesse dans le mix et un peu plus de rythme, même si c'est très subtil, les deux ensemble, ça s'entend très peu. Ensuite, j'ai composé les chœurs, donc là, un peu comme une contre-mélodie, quelque chose qui vient s'ajouter et rajouter de la complexité. Donc, c'est que découper, c'est pas très joli jouer tout seul, mais dans le mix, ça passe plutôt bien. Ensuite, on a une basse assez classique, donc qui suit les fondamentales des accords, et avec quelques notes rebelles pour que ce soit plus intéressant. Ensuite, il y a la partie rythmique, donc là, on a un kick qui est assez libre. Par contre, les snares, elles, vont être jouées sur tous les temps 2 et 4. La ride en premier temps pour marquer les temps forts et apporter des hautes fréquences. Donc, il y a un clap et aussi une percu pour ajouter un peu de diversité. Et ensuite, on a évidemment les hit-hats qui reviennent de manière régulière avec quelques petites accélérations. Tous ensemble, ça donne comme ça. Donc tu peux voir qu'il n'y a pas de clap pendant la troisième mesure, c'est pour ajouter aussi un peu de variété. Donc là, je t'ai montré la composition, l'orchestration aussi. Donc l'orchestration, c'est donner des instruments aux mélodies, aux accords, donc la flûte pour la mélodie, les accords au piano, etc. Au niveau de la structure, c'est quelque chose d'assez simple parce que le Lo-Fi, ça se rapproche plus du beatmaking, de faire un beat que de faire une réelle musique construite. Donc une fois que tu as tous les éléments, comme par exemple ici, voilà, tous les éléments sont joués ensemble, ben, tu vas décomposer ces éléments. Genre à un moment, il n'y aura que ceux-là qui vont jouer. Après, il n'y aura que ceux-là. Enfin bref, c'est le principe du beatmaking. Tu fais une partie complète et après tu décomposes ça pour créer une structure. Donc la structure au début, elle va monter petit à petit avec les éléments qui se rajoutent jusqu'à ce que d'un coup,
on est à le kick et le snare qui arrivent et qui marquent vraiment la différence. Ensuite, on a une partie où on garde que le kick et le snare, où on réduit un peu par-ci par-là des éléments. On enlève les hautes fréquences pour pouvoir refaire un espèce de mini redrop, un mini refrain juste ici. Ensuite, pour la troisième partie, on a un pont donc, qui est très calme avec la reprise des éléments très progressive. Jusqu'à ce qu'on arrive au couplet final. Donc là, il y a tout qui va jouer ensemble. Et on va changer la flûte, on va donner un effet de nombre pour que ça sonne un peu plus épique pour la fin, plus comme un final. Donc la flûte va passer de ça à un ensemble. Et à la fin, une toute petite intro où il y a une espèce de fondu où les éléments disparaissent petit à petit, comme le piano et le kick, pour qu'à la fin, il ne reste plus que le petit piano rythmique qui était censé être un support et qui finalement fera la fin de la musique. Donc pour l'étape 1, c'est tout. Pour l'étape 2, le mixage, déjà pas d'enregistrement parce que j'ai tout composé sur l'ordinateur. Ensuite, au niveau du sound design, là, une grosse faute. Ce qui va être intéressant de dire, c'est que j'ai rajouté un bruit de pluie et de vinyle au début, comme beaucoup de musique lofi pour ce petit côté rétro. Donc le bruit de vinyle qui revient que pendant les drops, très discret. Et bien évidemment la pluie qu'on remet à la fin de la musique pour un sentiment d'harmonie, de cohésion, quoi. Ensuite, au niveau du sound design, ce qui est important de noter et ce que je me suis amusé à faire, c'est à chercher des sons rétro un peu uniques pour chaque instrument. Parce que de base, le piano il sonne comme ça. C'est beaucoup trop moderne, il a fallu que je modifie pour que ça ressemble à ça. Alors c'est très subtil, mais le piano il va tout d'abord avoir quelque chose qu'on appelle un fuse-wah qui va donner un petit côté funky. Pour accompagner le premier piano, on en a un deuxième à qui j'ai donné un spritz, quelque chose qui va le diffuser dans l'espace, donc qui va jouer vraiment tout autour du mix. Et en tout dernier lieu, il y en a un où en plus du fuzz, il y a un pedalboard, donc c'est un amplificateur de guitare, et ce qui donne vraiment un gros côté rétro saturé. Et c'est ce qui fait que jouer tous ensemble, donc celui-là qui a moins 12 décibels, tu vois, comparé aux autres, c'est ce qui fait que ça donne un côté rétro, mais maîtrisé. Donc j'ai fait pareil à peu près partout, par exemple c'est pareil pour la flûte. Donc c'est déjà une flûte rétro qui vient directement de Logic Pro, qui sonne comme ça. Et j'ai rajouté un pedalboard et un amplificateur pour avoir encore plus ce côté rétro. Bon, dans ce cas-là, c'est assez subtil, mais par exemple dans le cas du chœur. Et là, on a un chœur avec une ampli de basse. Donc, qu'est-ce qu'un ampli de basse fait sur un chœur? C'est très simple, en trifouillant un peu, tu peux arriver à un son comme ça. Qui sonne vraiment rétro, c'est un peu joué sur une vieille radio. Et bref, les deux ensemble, ça donne un son que je trouve très intéressant. Donc au niveau du sound design, j'ai pas grand chose à dire de plus, je pense. Il y a le snare, celle-là, qui est la snare principale, qui est doublée avec quelque chose de très léger, très fin, mais qui va permettre d'apporter un peu de la masse à cette snare, un peu plus de présence. Et pareil pour les hit-hats, donc ça c'est la hit-hat classique. Donc avec un léger trémolo, ce qui fait qu'elle va bouger dans le mix, passer de gauche à droite, très légèrement, mais c'est ce qui suffit à apporter un peu de variété. Et elle est doublée par une autre hit-hat qui est un phaser, donc qui donne cet effet-là. C'est pas très joli, mais c'est fait exprès, c'est pour doubler, c'est quelque chose qu'on met vraiment au fond du mix. On entend vraiment à peine, et c'est ce qui permet de rajouter un espèce, encore une fois, ce côté rétro et une espèce de variation, un côté plus intéressant. Si on passe maintenant à la partie du mixage, donc qui est le fait que tout doit jouer correctement ensemble, comme d'habitude, on a le kick qu'on va envoyer sur Logic Pro, on l'envoie sur un bus pour qu'il y ait le sidechain. Donc le sidechain, c'est quand le kick joue, les autres instruments vont reculer, donc je te fais écouter ça avec le piano. Sans sidechain, ça ressemble à ça. Avec le sidechain que je mets au maximum. Tu peux voir que le son du piano recule quand le sidechain, quand le kick joue. C'est l'effet du sidechain, c'est quelque chose que tu es obligé de mettre dans tes musiques si tu veux que ça fasse pro en fait. Du coup, le sidechain, il est partout, il est sur tous les instruments. Et quelque chose qui est un peu plus notable, c'est que la snare, elle participe aussi au sidechain, donc les instruments vont reculer quand elle va jouer, plus légèrement que le kick, mais aussi. Mais aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer la snare sur un autre bus, qui fait qu'elle va être jouée deux fois, sauf que dans cet autre bus-là,
on met que de la reverb. Donc tu peux voir que le dry, le son pur, le vrai son, il ressort pas. Et cette reverb, donc la reverb de la snare, on va pareil la sidechainer. C'est ce qui fait qu'on a une reverb de snare qui est propre et qui baffe pas dans le mix. C'est une erreur que je vois beaucoup de gens, de débutants surtout, faire dans la production, c'est de mettre directement la reverb sur la snare. Non, il faut doubler cette snare. Si tu sais pas encore faire avec les bus, tout simplement tu doubles la piste. Par exemple ici, et celle-là, tu mets une reverb avec 0% dry, ce qui fait que celle-là, il n'y aura que la reverb. Bon, je pense qu'au niveau du mix, c'est à peu près tout. Ce qui est important de faire, c'est d'enlever les basses fréquences, parce que tous les instruments ont des basses fréquences qui, en s'ajoutant, vont créer un espèce de brouillon. Il y a beaucoup trop de fréquences qui traînent, généralement entre les 500 et les 100. Tu as pu voir qu'il y a des petits trucs qui remontent ici, ça va rien apporter à l'instrument, donc autant le couper et autant éclaircir le mix et laisser de la place dans cette partie-là pour la basse par exemple ou le piano. Donc voilà, ça va être à peu près tout pour cette vidéo. Le mastering, je vais pas te le montrer, c'est pas très intéressant, hein. C'est juste jouer sur les fréquences et remonter le son. Sur le coup, il y a vraiment rien à dire sur cette partie. Pour terminer, pour faire une rapide conclusion, c'est un projet que j'ai adoré travailler dessus. Ce qui était vraiment intéressant, c'est chercher ce côté rétro et trifouiller dans les effets qu'on a. Ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande si tu veux vraiment apprendre à développer ton style, avoir des musiques uniques, etc., etc. Si tu veux être offbeat, il faut aller chercher, il faut aller trifouiller et expérimenter par toi-même. Par exemple, si j'étais pas allé chercher un amplificateur de basse sur mon cœur, j'aurais pas eu un effet aussi intéressant que celui-là. Enfin bref, moi c'est ce que je veux partager sur cette chaîne, c'est comment se différencier des autres, comment développer son propre style, avoir ses propres astuces et devenir un compositeur qui soit offbeat justement, qui se démarque. Si tu as un peu du mal avec la composition, j'ai une formation en atelier gratuit. Les 7 étapes de la composition, c'est le premier lien dans la description si jamais ça t'intéresse. Et moi je te dis à la prochaine, salut.